En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la saison 2 de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM, dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Frédéric porte secours à l'équipage d'un chasse-marée, échoué sur les rochers alors qu'il tente d'échapper aux déferlantes d'une mer de plus en plus menaçante. Je m'appelle Frédéric, je suis issu d'une longue carrière dans la marine. J'ai toujours navigué et en dehors de mon activité professionnelle, j'ai toujours habité au bord de la mer. Je suis rentré dans la SNSM en 2010, donc j'ai toujours les pieds dans l'eau, quoi. Nous sommes en octobre 2017, la mer est bien formée suite à une tempête que nous avons subie là, depuis quelques jours. Et vers les 6 heures du matin, nous sommes appelés par le CROSS qui nous demande d'intervenir à l'entrée du port de la Bervrac pour un vieux gréement, c'est-à-dire un bateau en bois, un voilier exactement, échoué sur les roches à l'entrée du port. Il y a homme à la mer, alors on ne sait pas si c'est une personne ou plusieurs, donc pratiquement tout l'équipage, on arrive dans les 10 minutes, un quart d'heure après, les moteurs sont lancés, nous sommes 8 personnes, et le temps que les moteurs chauffent, on a un briefing avec le reste de l'équipage, il y a 4 canotiers. On sait que la mer est bien soulevée, des vagues de 3-4 mètres, ça moutonne, c'est-à-dire c'est de l'écume dans les crêtes des vagues, donc on ne voit pas grand-chose. Pas de chance, aujourd'hui la nuit est noire, lune cachée, beaucoup de vent. Et moi et mon collègue Laurent, on est plongeurs, nageurs de bord. Ce jour-là, les plongeurs, c'est très important de les avoir parce que nous sommes les seuls à être habilités à pouvoir se mettre à l'eau pour faire un lien entre les naufragés, s'ils sont encore sur le voilier, faire le lien aussi si la personne est tombée à l'eau pour la ramener au plus vite, la mettre en sécurité. Quand l'équipage est complet, que nous avons appareillé, les informations que nous avons, c'est que c'est un voilier entre 17 et 24 mètres, on n'a pas trop la dimension. On sait que c'est un gros bateau de bois, 3 mâts, avec 6 personnes à bord, 7, donc là c'était encore imprécis. On sait qu'il y a une personne à l'eau. Là on surveille l'eau parce qu'il y a un homme à la mer, on ne sait pas où il est, on ne voudrait pas non plus aggraver sa situation si la personne est trop proche de notre bateau, de nos hélices. Quand on arrive sur zone, qu'on voit le bateau, là, comme il est très gros, les mâts sont assez volumineux, les voiles sont encore hissées. Quand on a éclairé pour chercher le bateau, les projecteurs ont tapé sur les voiles blanches, et là, ça éclabousse. Là, on a un esprit de voir une goélette, comme sur les photos qu'on peut voir, ou dans les films, les vieux bateaux en bois. Donc, c'est une belle construction, mais il est sur un tas de cailloux. Donc là, ça fait drôle. Il n'est pas fracassé, les mâts ne sont pas tombés, mais on distingue personne à bord. Alors on s'est dit, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il n'y a pas de monde? On voit les déferlantes qui arrivent à mi-hauteur de mât. Le mât doit faire une vingtaine de mètres de haut, ça fait des déferlantes qui éclaboussent les voiles. La marée commence à descendre, mais elle est encore bien haute. On se pose la question, s'il y a des personnes à bord, ils sont à l'intérieur, et le bateau il va couler, malgré qu'il est posé sur des roches, mais il est peut-être rempli d'eau. Est-ce qu'ils sont coincés dans des compartiments? Est-ce qu'ils sont restés dans leurs bannettes? Est-ce qu'ils sont dans le roof ou cachés derrière les mâts ou derrière les voiles? Est-ce qu'ils sont à plat ventre sur le sol? Là, on ne les voit pas, on ne voit personne. Le CROSS a perdu toute communication avec le vieux gréement. On ne sait pas exactement si on doit aller sur le bateau, si on fait nos recherches sur l'eau, essayer de trouver des gens qui nagent ou qui essaient de nager, qui flottent avec leurs brassières ou sans brassière, sachant que l'eau est à 10 degrés.
Le bateau est à l'entrée du chenal. Donc savoir que dans le chenal, il y a en gros, suivant la marée, une vingtaine de mètres. Donc là, il y a un tirant d'eau assez élevé. Mais sur les côtés, les roches montent très vite. C'est comme des falaises. Et le canot tout temps, lui, il peut rester que dans le chenal pour rester en sécurité. C'est le bateau commandement. Il est en retrait du voilier qui est sur la roche, encastré. Donc il ne bouge plus, lui, il ne peut pas s'échapper. Et avec nos projecteurs, on éclaire des objets fluorescents. Alors on ne sait pas si c'est des gilets de sauvetage avec une personne, mais on ne distingue pas. Il fait nuit, un coup on les voit, un coup on ne les voit pas avec la hauteur des vagues. C'est compliqué pour nous, on veut savoir ce qui flotte, quoi. On fait un débriefing avec Louis, le patron d'aujourd'hui, et moi, le plongeur, et puis Laurent. On est volontaire pour aller sur l'eau, mais pour faire un repérage uniquement au départ. On ne reçoit pas d'ordre. Chaque personne est volontaire ou pas. Sachant qu'il y a des hélicos qui sont engagés, la sécurité civile, la marine nationale, mais ils seront là que dans 10 bonnes minutes. Donc Louis cautionne notre point de vue. Il donne le feu vert pour qu'on puisse mettre l'embarcation à l'eau. On est équipé en nageur de bord, c'est-à-dire avec combinaison, casse, lumière, VHF, couteau. Si on se perd mutuellement, qu'on puisse avoir un contact avec nos feux de détresse étanches. Dès que la décision est prise, on monte sur notre embarcation, on la met à l'eau, on monte à bord. Le moteur, on le démarre, c'est un hors-bord. Puis là, on quitte le bord, on s'éloigne, tout en faisant un repérage autour du canot tout temps. Ensuite, on essaie de se rapprocher doucement en essayant de voir les déchets, en se rapprochant doucement auprès des roches, parce qu'il y a les déferlantes qui nous tombent dessus, donc il faut faire attention. C'est un pneumatique, c'est un 4 mètres. Sur l'eau, c'est très petit. Nous, on est dedans, on fait attention, on a un éclairage individuel. Le canot tout temps, les canotiers éclairent le voilier en permanence pour que nous, on ait un repère fixe dans la nuit, qu'on sache où on va et savoir ce qu'il y a autour. On fait une évaluation compte rendu à la VHF disant tous les objets qu'on rencontre, c'est que des objets sans importance. Un seau, on a retrouvé un bout de plastique, on a retrouvé un peu de tout. Dès qu'on a fini les investigations dans le chenal auprès du CTT, le canot tout temps, on se rapproche des roches et là on se fait surprendre par une déferlante. On se fait prendre dans un tube, on se regarde mutuellement, on se dit là on va se retourner, on va être pris dans le tube. Donc d'un regard on sait très bien qu'on se jette à l'eau tous les deux. On ne veut pas rester dans notre embarcation pneumatique. Avant de nous retourner, on risque d'être coincé par le moteur il tourne, il y a les hélices, il y a la nourrice d'essence qu'on risque de recevoir sur la tête, il y a les rames, il y a quelques bouts, on peut se prendre le pied dedans, la main et puis se faire entraîner. Donc il était hors de question de prendre le risque de rester dans l'embarcation. On refait surface. Laurent lui me crie dessus, je dis ouais c'est bon, pas blessé, lui pareil. Mais il y a une autre déferlante qui nous reprend. Le voilier il est bien éclairé toujours par notre canot tout temps. On le voit, il est à 50 mètres. Il faut y aller, mais on nage pas, c'est la mer qui va nous amener dessus, ou à côté, à droite ou à gauche. On fait des sauts d'une dizaine de mètres d'avancée. Donc là, on se dit, on va bien voir où on va atterrir. Les déferlantes se suivent les unes après les autres. Donc entre deux vagues, on respire, on fait une apnée, on respire. Puis d'un seul coup, on se retrouve projeté sur le bateau, moi dans les haubans et Laurent dans la voile. Les haubans, c'est les grands bouts. Il y en a 5-6 tout autour du mât pour éviter qu'il penche d'un côté. Quand le vent force sur les voiles, le mât il casserait. Donc il y a ces câbles qui retiennent le mât pour pas qu'il se casse. Une fois accroché au hauban, la vague se retire. Là, on parle en secondes. La vague a disparu. Avant qu'une deuxième arrive, là, moi, je saute sur le pont. Et le collègue, lui, il a glissé dans la voile. Il s'est retrouvé tout de suite sur le pont dès que la vague s'est retirée. Maintenant, on continue le sauvetage. Le premier but, c'est de trouver les personnes. On regarde autour de nous, on fait le tour, on avance, parce que le bateau, il faut voir qu'il est encastré dans deux grosses roches, et il ne bougera pas, quoi. Les seuls inconvénients, c'est qu'il est à 45 degrés, et il faut qu'on traverse le pont pour aller de l'autre côté au plus haut, et c'est là qu'on découvre 5 personnes derrière la grande voile qui se mettent à l'abri du vent et des embruns. Il y a une personne qui a un blouson ou deux, les autres sont habillés comme s'ils sortaient du bateau bien au chaud. Ils sortaient certainement de leur chambre. Peut-être qu'ils ne dormaient pas, vu le bateau, il remuait en mer, mais ils n'étaient pas sur le pont, ils n'étaient pas en tant que navigateurs, ils étaient en tant que passagers. Puis là, ils ont senti un gros choc, ils sont sortis comme ils étaient, ils se retrouvent dans une catastrophe, dans l'eau, dans les embruns, le vent, le froid,
le ressenti, parce que quand il y a du vent, même si la température extérieure, il y a 15 degrés, ils ont un ressenti de 10 peut-être. Ces personnes ne réagissent pas, ils ne nous parlent pas, on leur demande combien vous êtes, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. On leur donne des brassières qu'on trouve autour de nous sur le bateau, on leur demande de les mettre, ils ne les prennent pas, je sais pas, ils sont traumatisés, mais ils ont pas mal, c'est leur tête qui a déconnecté. Ils attendaient la mort. C'est dur de voir des gens comme ça. Pour nous, les sauveteurs en plus, parce que des gens comme ça, on en voit très peu, ou pas du tout. J'espère que c'est la première fois et dernière fois que j'en vois. Il nous en manque 2, il faut qu'on les trouve. On a les infos du CROSS disant qu'il y a un homme à la mer, mais nous on veut savoir s'il est vraiment tombé à l'eau ou c'est les gens quand on les voit qui ne réagissent pas, on se dit mais est-ce qu'ils ont eu le temps de dire qu'il y a eu un homme à la mer vu qu'ils ne nous parlent pas à nous, comment ils ont fait pour parler avant, la panique, peut-être qu'ils ont cru voir quelqu'un, alors on n'en est pas sûr, donc nous il faut qu'on sache s'il y a vraiment un homme à la mer, s'il y en a 2, parce qu'il nous manque 2 personnes. Donc là moi j'en trouve une, un peu plus sur l'avant du bateau, en t-shirt avec un pantalon mal mis, pas ceinturé, rien du tout. Il a mis son pantalon en catastrophe. C'est un adulte d'un bon poids, au moins 120 kilos. Il grelotte, il est vivant, mais c'est chaud pour lui. Donc je me mets à plat ventre dessus quand il y a les déferlantes qui viennent pour le protéger un peu. J'y parle, il me répond pas, il ouvre les yeux, il les referme, il ouvre, il referme. Là c'est compliqué, je dis je vais le perdre. Les 5 autres, c'est Laurent qui s'en occupe. On s'est regardé, il a dit bon bah c'est bon, ceux-là n'ont rien. Ils sont choqués bien sûr, mais non, ils sont rien de cassé. Donc là-dessus, on était plus serein. Mais là, on a 6 personnes trouvées. Il nous faut le 7e. Laurent cherche le 7e pour savoir s'il est à bord. C'est compliqué d'aller dans le bateau, il est plein d'eau. En faisant le tour avec nos lampes, bien que mal, parce que c'est compliqué. Il y a toujours les vagues qui nous tombent dessus. Il ne faut pas qu'on retombe à l'eau. Donc là, Laurent, il essaie de trouver. Bon, puis la personne n'est pas à bord. On prévient Louis, on est sûr qu'il y a une personne qui nous manque, donc elle est passée par-dessus bord. C'est notre équipe qui fera les recherches pour trouver cette personne-là. Donc nous, maintenant, notre rôle, c'est les 6 personnes, dont celle qui est allongée par terre, à évacuer d'urgence. Le diagnostic santé, il est compliqué à faire, mais on sait qu'il y a une urgence vitale, au moins une personne sur les 6. Elle est en hypothermie franchement avancée. À prendre sa température juste musculaire sur les membres, c'est froid. Puis on voit la pâleur de tous ses membres, de son visage, donc il faut faire vite. Là, il est dans les 7h moins de quart à peu près. L'hélicoptère arrive, donc là, un gros soulagement pour nous, c'est la sécurité civile. L'hélitreuillage, c'est un plongeur au bout d'un filin qui descend par l'intermédiaire d'un treuil au-dessus du bateau. Mais il ne faut pas que lui il se prenne les pieds ou le câble, le filin, dans les haubans, dans un bout, dans les drisses. C'est très dangereux ce moment-là parce qu'il a beau faire du stationnaire, mais il y a quand même un mouvement par le vent, par les embruns. Donc il faut vraiment faire une petite zone de sécurité pour que tous les hélitreuillages se passent dans les meilleures conditions. Le plongeur de l'hélico attend pour descendre qu'on ait fini de déblayer la zone. Le bateau est à 45 degrés. Évidemment, on est pile sous les haubans, donc il faut tout couper. En coupant les haubans, le mât se redresse côté opposé du filin. Là, à ce moment-là, le plongeur vient à bord, à notre rencontre. Donc là, nous, on prend en priorité la personne qui était allongée. Et là, je lui passe avec le plongeur la brassière sous les épaules. Et là, à notre grande surprise, les yeux grands ouverts, une grande respiration. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, il est vivant. On a évacué les 6 passagers en même pas 10 minutes. Donc là, on se regarde, on dit, ouf, on a réussi. Si on n'avait pas été là, on n'aurait pas pu aller sur le bateau. Je pense que beaucoup de temps on aurait perdu. Là. On a été hélitreuillés tous les 2, puis ils nous ont amenés sur l'aire de repli. C'est là qu'on a vu l'étendue des moyens mis en œuvre par la sécurité civile. Pour un naufragé, il y avait un moyen. Ambulance, pompiers, SAMU, urgentistes, c'était colossal. Puis quand on a demandé à une personne du corps médical, on dit les dégâts c'est quoi? Non, ils sont tous vivants, bonne santé, c'est bon, ils sont réchauffés. Même le premier, dit mais il était temps pour celui-là, mais c'était bien. Donc voilà, une joie pour nous. On était contents. Suite à l'évacuation de toutes les personnes du voilier, il restait quand même une personne à retrouver, l'homme à la mer. Nous, on n'était pas impliqués là-dedans, mais on a su, après, que tous les moyens qui étaient mis en œuvre, les vedettes de port-salle, il y avait
Plouguerneau, il y avait nous, la Bervrac, notre vedette légère, plus les Zodiacs des pompiers, et l'hélicoptère de la Marine nationale a retrouvé la personne. Ils ne savaient pas, mais la personne était décédée. La vedette légère de la SNSM de la Bervrac, la nôtre, notre deuxième moyen, a pris le corps et l'a ramené à quai, quoi. On en a sauvé 6 sur 7. Une fois que la marée s'est retournée, qu'on y a été en sécurité, à pied même on a été, là on s'est aperçu que le bateau était encastré sous 2 énormes roches qui traversaient le bateau. La nature veut qu'elle reprenne les droits, et en 2 marées, le bateau était cassé, et la 3e marée, il n'y avait plus rien. Le bateau a complètement disparu, et plus de morts, plus rien, on a que des trucs qui flottaient. Plusieurs semaines après, là, on a revu les personnes, là. On était contents de les revoir, mais eux, beaucoup plus, parce qu'on nous ont remerciés, mais plus qu'ils remerciés, on leur avait sauvé la vie, quoi. Donc c'est une association, ils ont fait des appels aux dons, ils ont pu racheter un autre bateau, toujours un vieux gréement, et ils ont remis en état, ils vont le refaire naviguer avec un associatif comme ils faisaient avant, quoi. Parmi les personnes qu'on a sauvées, il y avait des passagers de l'association qui faisaient partie du voyage, et un matelot professionnel, et puis il y avait aussi le skipper qui est un professionnel, quoi. Ils étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit. Nous on pense plutôt là aux familles, quoi, parce qu'il faut qu'ils fassent leur deuil maintenant, c'est compliqué pour eux, hein. Mais aussi pour les autres qui sont vivants, je pense qu'ils ont du boulot à se remettre bien. Peut-être qu'ils s'en remettront jamais, hein. J'espère qu'ils dorment bien la nuit. C'est compliqué, hein, c'est pas des sauvetages faciles, hein. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le 6e épisode de la saison 2 de Canal 16. Une histoire de la SNSM, racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixé par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.